Donc c'est parti. Bonjour Catherine. Donc, je Bonjour. voulais... si on est là aujourd'hui, c'est pour la semaine de la QVT qui aura lieu semaine prochaine. Donc, on va préparer une petite vidéo. Donc, on est en direct avec Catherine Testa, qui est cofondatrice de l'optimisme.com, un média d'initiative positive et des clubs, et aussi à l'initiative des clubs du CHO. Tu es également l'auteur de deux best-sellers, Oser l'optimisme et Oser être soi-même au travail. Et tu es l'une des personnes, a priori, les plus influentes sur ces sujets-là. Donc, de ce que dit LinkedIn. Donc, voilà pourquoi j'avais envie aujourd'hui de t'interviewer pour savoir un peu ton point de vue sur la qualité de vie au travail et les liens que tu faisais entre l'optimisme, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. Et du coup, pour commencer, si tu es d'accord, tu peux commencer si tu veux par te présenter un peu plus, nous dire tout ce que tu veux sur l'optimisme ou la qualité de vie au travail. Et oui, c'est vrai, on a l'habitude de se présenter, tu sais, de façon très linéaire. Tu vois, moi, je suis RH, moi, je suis entrepreneur, moi, je suis ceci, cela. Tu sais, on aime bien mettre les gens dans des cases. Moi, j'ai un profil très multipotentiel, en fait. C'est-à-dire que je suis très curieuse, en l'occurrence, et j'ai de fait plein de casquettes. J'aime bien ma casquette auteur parce que quand tu écris, tu peux un peu exprimer, en fait, et questionner la société. Mais comment j'en suis peut-être arrivée là, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. J'ai travaillé pendant des années dans le domaine du développement durable. À un moment donné où tout le monde me disait développement durable, mais ma pauvre Catherine, tout le monde s'en fout, c'est pas un sujet, tu vois, c'était avant le Grenelle de l'environnement, c'était avant que ça fasse bien de bosser là-dedans. Enfin, globalement, on se bouffait les rapports du GIEC et on disait aux entreprises d'essayer de faire un peu mieux. Et c'était pas que j'étais écolo en soi, c'était que c'était de la pure logique et du pur bon sens. Pour moi, il fallait qu'on pense le développement durable dans son environnement. Tu vois, qu'on le pense par rapport à son impact sur l'environnement, la nature, mais aussi son impact sur l'humain, sur la ville, sur l'économie, etc., etc. Donc, je me suis intéressée à ces thématiques pendant un bout de temps et je me suis rendu compte, en l'occurrence, que c'était trop tôt, que les gens ne comprenaient pas, que ça paraissait un brin écolo, alors que ce n'était pas spécialement ce que j'étais, il y avait quelque chose qui était un peu antinomique avec ça, c'était la vitesse de notre société. Et là, j'ai commencé à m'intéresser. J'avais bossé dans ce parcours, tu vois, j'ai bossé aux États-Unis, à Pékin, etc., etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui contraint notre société, c'est vraiment tout ce qui est marketing. On veut toujours faire plus vite, plus de rentabilité, etc. Et donc, j'ai voulu comprendre les clés du marketing. Donc, j'ai bossé là-dedans pendant un moment aussi. Et donc, j'étais très câblée, on va dire, prospective. Tu vois, qu'est-ce que c'est que, comment l'impact comment les techniques marketing impactent notre engagement citoyen ou nos actes d'achat. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qu'on oublie d'un point de vue global, c'est la composante humaine. C'est-à-dire que dans tout ce bordel, on oubliait qu'en fait, une entreprise était faite d'humains, on oubliait qu'une société était faite de gens. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était, in fine, la qualité de vie dans sa globalité au démarrage. C'est là que j'ai commencé à parler d'optimisme en me disant qu'il fallait qu'on soit optimiste pour construire notre société de demain. Et c'est là que, de fil en aiguille, je suis arrivée à parler de qualité de vie en entreprise parce que c'est quand même là où on passe pas mal de temps. Et là, c'était un sujet qui était plus ou moins vierge, on va dire, ça faisait pas envie. Tu vois, la qualité de vie, c'est un truc un peu normatif. Souvent, j'ai des copains qui bossent dans la prévention des risques psychosociaux, etc., qui me disent, vous avez rendu cool la qualité de vie qui jusque-là, tu vois, la semaine de la qualité de vie au travail, ça fait plus de 20 ans. Jusque-là, tout le monde s'en foutait. Tout d'un coup, on a recommencé à mettre un peu, tu vois, au goût du jour cette thématique un peu de sous les fagots, en disant mais ça peut être cool aussi de s'intéresser au bien-être d'un point de vue global, ou au moins au mieux-être, ou être bien, on choisit le mot. Et c'est comme ça que je suis arrivée à m'intéresser à la qualité de vie en entreprise, parce qu'avec un côté un peu innovant, en se disant prospectif futur, c'est quoi notre entreprise de demain? Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à créer effectivement l'optimisme.com et ce qu'on a appelé au démarrage club des Chief Happiness Officers, parce qu'on trouvait le mot un peu débile, surtout en France en fait. Et du coup, on se disait, ça va permettre à tous ceux qui ne vont pas faire du RH.7.25, tu vois, un peu trop intello, de se dire, on va revenir à notre humanité. Donc, on a pris ce mot et puis finalement, on a appelé ça l'optimisme.pro, parce qu'on a été rejoint par beaucoup de mecs de l'innovation, du management, de RH, etc., etc. Et donc, c'était la qualité de vie, c'est tout le monde en fait. Oui, donc voilà, pardon, je suis un peu longue quand je parle. Ah non, mais il n'y a pas de souci, c'est très intéressant, effectivement. C'était de voir ton parcours. Même j'ai vu que tu avais fait des études en chimie.
Ben, c'était Et passé ouais, je suis... de la chimie à la physique. Enfin, j'ai vu que tu étais intéressée par Ouais, la physique quantique quantique. aussi, que tu étais Ouais, bah passée oui. ouais, ben, dans le développement durable. Et du coup, c'est vrai que ça avait tout un prolongement. Au final, c'est l'humain qui est au cœur de tout ça. Et je pense que ben, tu parles de Oh, synchronicité dans tes livres. Donc, je pense que tu es arrivé à la place où tu voulais et, aller. et exactement avec cette notion, tu vois, on voit la vie comme linéaire. On voit d'ailleurs, quand tu regardes à l'intérieur d'une entreprise, tu as un parcours qui va être un peu tout, tu vois, tout construit. Alors d'abord, on va rentrer, on va faire ses armes, puis on va devenir manager, puis on va devenir manager de manager et ainsi de suite en se disant c'est ça réussir dans la vie. Pour moi, c'est pas du tout ça réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est aller explorer, avoir une contribution, une utilité, tu vois, sociale. Moi, je vois par exemple typiquement quand je vois que d'autres, moi je suis une défricheuse, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à ce que va être demain pour qu'on soit mieux demain. Et quand je vois que quelqu'un prend un sujet mieux que moi, boum, je change parce que moi, mon seul petit job, c'est d'aller défricher pour regarder ce qui pourra faire de notre humanité, de notre société, quelque chose d'un peu meilleur. Et il n'y a pas de linéarité. Il n'y a pas de linéarité, tu vois, le think tank où on réfléchit ensemble, parce que je crois beaucoup à la collaboration. C'est pour ça que j'ai créé un club. C'était tout simplement pour pas que ce soit descendant, en me disant, enfin, je veux dire, qui peut, enfin, quel consultant peut aller dire exactement ce qu'il faut faire à quelqu'un ou de faire une sorte de grille toute faite. Alors, la QVT, vous allez faire ça, 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 ça et ça. Le manager de bienveillance, c'est ça, 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 ça et ça. Et le stress en entreprise, c'est ça, ça et ça. Bah non, c'est pas C'est très comme ça. linéaire et puis c'est du C'est co-développement. C'est très, sûr qu'il c'est faut. très linéaire et ça dépend de chacun. Et donc, c'est pour ça, moi, Mm. j'adore l'intelligence collective. C'est pour ça que j'adore papoter avec des gens, rencontrer pour comprendre ce que c'est que notre humanité, ce que c'est que notre société. Et je trouve que c'est mieux quand ce sont les autres qui parlent, même si aujourd'hui, c'est moi qui interviens. Je trouve que chacun a des histoires incroyables à raconter et toutes les entreprises font des choses plutôt intéressantes. C'est juste que c'est pas linéaire, comme notre parcours ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai ce goût probablement aussi pour la curiosité, parce que j'ai une approche vraiment très systémique des choses. En fait, c'est global. On pense en silo, on pense qualité de vie au travail, mais la qualité de vie au travail n'est pas que au travail, elle est liée à ce que fait ton entreprise, donc elle est liée au sens, elle est liée à ton manager, donc elle est liée à de l'humain, elle est liée aussi parfois à ta vie perso, parce que si tu as passé une mauvaise soirée la veille au soir, si tu t'es engueulé le matin avec ton mec, bah, globalement, tu n'arrives pas de bonne humeur. Donc, bon, tu vois, qualité de vie au Forcément, travail, il y a certes, un lien, il y a un télétravail, lien, il y a un lien aussi avec la vie pro, perso. Forcément, bien c'est sûr. sûr qu'on ne peut pas forcément décloisonner les deux parties, comme le bien-être tout court, qu'il soit au travail ou dans la vie. Enfin, on a plusieurs composantes, quoi. Exactement, et c'est une vaste hypocrisie que de dire on fait vie perso, vie pro. Tu regardes, là, on est en train de faire aujourd'hui cette vidéo en post-confinement, donc l'année 2020. Sait-on jamais qu'elle reste pendant 25 ans sur Internet, cette vidéo. Bah, tu regardes, in fine, on n'a pas du tout vécu de la même façon ce confinement, parce que bah, il suffit que tu aies été tout seul dans un grand appart et tout d'un coup, le travail s'est invité chez toi, tu vois, donc c'est hyper important. Et en plus, je veux dire, regarde, n'importe qui a vécu avec quelqu'un au chômage, par exemple, quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui est hyper angoissé, bah, qualité de vie au travail, t'as beau être au travail, effectivement, tout ton environnement perso est en train de jouer sur ton humeur, sur la façon dont tu vas gérer ton boulot à proprement parler. Donc, je pense que ça a toujours été une hypocrisie de parler de dissociation entre les deux. Et d'autant plus aujourd'hui, enfin, tu vois, moi, par exemple, pendant le confinement, je sais exactement où était toute mon équipe. Je sais qui était confiné en quel nombre de mètres carrés, avec qui. Je connais les vies des compagnons, des parents, des machins, etc., etc. Bon, alors soit tu te dis que bah, j'ai largement franchi la frontière vie perso, hein, pas Ça de a créé du problème. lien. C'est vrai que ça crée du lien. On l'a vu notamment, j'ai fait pas mal de Zoom aussi, où on voyait ben, les enfants s'inviter. Bien sûr, Pareil pour ceux qui bien sûr. sont parents. Donc, les limites ont Mm. été plus dures pour tout le monde, mais je pense que c'est un bon apprentissage du coup de voir. Exactement, mais normalement, légalement parlant, moi je suis patron, j'ai des salariés, je suis pas censée connaître toute la vie de mes Leur salariés. vie personnelle. Oui, c'est Voilà, vrai que voilà. normalement. Et Mais à bon, quel moment comme ça va quoi. devenir de la discrimination? Parce que bah, tu vois, tu as aussi d'autres questions sous-jacentes. Mm. Bah, je savais que dans mon équipe, j'en avais une qui était par exemple chez ses parents où tout le monde était en chômage partiel à prendre l'apéro. Une autre dont le papa et la grand-mère étaient malades. Tu vois, tu ne demandes pas la même chose
à chacun? Est-ce que tu fais de la discrimination pour autant? Tu vois, ça va être vraiment des questions RH demain qui vont être hyper intéressantes à connaître. Parce que C'est voilà, sûr, la à réalité, devoir se notre poser. réalité. Voilà, notre réalité familiale va impacter notre boulot. Est-ce qu'on fait de la discrimination positive en disant, bah, vas-y, fous-toi la paix, c'est pas grave. Voilà. C'est une vraie question. Bah, du coup, on peut revenir un peu. Je pensais vouloir te poser comme question déjà. Pour toi, quelle est la définition du bonheur du coup et de l'optimisme? Parce que bon, c'est quand même Oula. l'optimisme que tu as choisi. Donc du coup, je voulais Oui. voir quelle en était ta définition. Ok. Alors en fait, j'ai choisi le mot optimiste parce que j'ai vécu aux États-Unis. Et aux États-Unis, tu as cette culture de tout va bien se passer. C'est genre, limite, c'est à l'extrême. Hein. Ça va être génial, on va tout défoncer. Je veux dire, avec ce truc, genre, tu as fait un tableur Excel, tes collègues, moi je me rappelle, j'avais l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule. J'avais fait un tableur d'Excel, c'était amazing, tu vois, c'était incroyable, j'avais fait un tableur Excel, quoi. Et donc, tu sais, ce goût de l'optimisme qu'on peut avoir et qu'on cultive beaucoup aux US, je me disais, en France, on n'en parle pas du tout. Et pourtant, pour moi, vu que j'avais bossé vu que je suis plutôt une intello, enfin, on va dire ça comme ça, j'adore lire et je me disais, en fait, il nous manque, en fait, dans notre société, un objectif commun, presque. Pour créer une société avec un petit S ou avec un grand S, hein, l'un va avec l'autre, il nous fallait une sorte d'envie, de motivation, et ça venait avec de l'optimisme. Alors, et j'avais un peu titillé ça quand j'étais aux US et je pensais que c'était ce qui nous manquait fondamentalement en France, une sorte d'optimisme d'action en se disant qu'on peut participer à la construction d'une société un peu plus chouette. C'est pas grand-chose en soi. Qui est à amorce sur 3 mariages ou je ne sais pas trop quoi, que tu sois un sportif, que tu as envie d'aller gagner un match, que tu sois un entrepreneur, que tu as envie de monter une boîte, que tu sois un salarié ou tu as envie de hacker le système en interne, de changer les choses, le prérequis, c'était l'optimisme, et c'était pour moi ce qui était le plus actif et le plus responsabilisant. C'est-à-dire qu'en France, je le voyais quand même beaucoup, on a tendance à se dire c'est de la faute des autres. Tu vois, cette sorte de c'est pas ma responsabilité et on blâme en permanence la société. Tu vois, je le dis souvent, on blâme la société, mais nous sommes la société. Donc, pour moi, l'optimisme, c'était le truc le plus actif, le plus. On reprend les cartes, tu vois, on les rejoue et on se dit qu'on peut contribuer en fonction de ses convictions intérieures, presque, qu'on peut participer à plus grand que soi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le mot optimisme en opposition au mot bonheur, parce que le bonheur est très individuel. Tu vois. C'est sûr, il fallait reprendre un peu les rênes et se responsabiliser surtout parce que c'est vrai que exactement, et il n'y a en rien de pire France, que on de se n'a pas. sentir impuissant. Mm. Tu vois, et c'est vrai que le bonheur, de fait, il est sous-jacent. C'est-à-dire que quand tu te sens utile, quand tu participes à plus grand que toi, quand tu as une cause, quand tu te dis, bon, par exemple, mon job, il est inintéressant, il est chiant de mes journées. Par contre, qui je suis, je fais du bien à ma famille, à mes voisins, je suis dans des assos, ou tout simplement, je suis bien avec moi-même parce que ça fait 25 ans que je me suis laissée de côté. Bon, tu vois, ça a fait gagner des petits points de bonheur. D'accord. Oui, c'est vu, c'est un sens large du bonheur et de l'optimisme et le fait du Exactement. rêve, c'est le rêve américain en fait. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Ah, mais j'y crois pas du J'ai tout, besoin. tu vois. Cette sorte de tout le monde, changeons les choses, changeons la donne. Enfin, tu vois, on est en train d'essayer en permanence de répliquer ce qu'on a fait aux États-Unis, mais la culture américaine, c'est une culture de l'agilité. Tu vois, alors, américaine, pardon. Je fais vraiment du SF New York parce que tu as quand même une grande diagonale où c'est pas la même culture. Hein. Et du coup, tu as effectivement, quand tu es gamin, on t'apprend à faire des. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu passes devant la classe, on t'apprend beaucoup à prendre la parole, en fait. Ouais. Voilà. Des stand-up, des stand-up un peu. Exactement, on t'apprend à faire des projets et c'est la même chose hein, au Canada quand tu parles. Moi, j'ai pas mal de copains canadiens qui ont fait des universités canadiennes. Ils me disent, nous, dès qu'on est dès qu'on commence les études, j'ai été surpris parce qu'on fait des travaux en groupe. Et on a plein de groupes différents et on apprend déjà à travailler en collectivité, en collaboration. Et c'est probablement ça qui nous manque aussi beaucoup en France, cette sorte d'humilité. On n'est tous pas grand-chose. Tiens, pour ça, j'aime pas du tout ce qui est injonction. J'aime pas du tout, c'est ça qu'il faut faire. Non, il faut qu'on participe chacun arrive avec un regard en disant, voilà, moi j'ai un benchmark
pardon, comment ça s'appelle, une lecture de ce qui se passe, parce que avec l'optimisme, effectivement, on est suivi par près d'1 million de personnes maintenant. Donc, quand je pose une question sur comment vous allez, j'ai 8000 personnes qui me répondent. Donc, effectivement, on a le pouls de la société, mais on n'a que ça, en fait. On n'a que ça, on a ce qui remonte des gens, on a ce qui se passe dans les autres entreprises. Est-ce que je vais donner une méthodo? Comment tu vas faire pour que tes employés soient heureux? Non, jamais. Je trouverais ça d'une indécence extrême que d'aller faire un truc descendant en disant tu fais ça, ça, ça et ça et tu verras tes employés. Je crois pas. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup sur les normes. On est beaucoup sur les normes et les réglementations et les procédures. On est très procédurier. On est très procédurier. C'est ça. Et c'est pour ça que cette période, elle est hyper intéressante, tu vois, parce que… Elle casse un peu les codes, quoi. Elle casse un peu les codes et surtout, tu vois, nous, en France, on fait de la prévention des risques, tu vois. On a fait pour chaque risque, globalement, on a fait plein de procédures. C'est-à-dire, en disant, s'il y a ça, on va faire ça. Et très hiérarchique parce que c'est normal, il faut quand même de la hiérarchie pour que quelqu'un ait la responsabilité de prendre une décision, en l'occurrence. Mais, et là, tout d'un coup, on arrive dans une ère d'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est inédit, c'est que on a vécu une période et demain va être complètement incertain parce que même virus ou pas virus, on aura peur qu'il revienne. On aura été plongé dans une sorte d'introversion pendant plusieurs semaines quand même. On se rend compte de ce que c'est quand même de rester aussi enfermé chez soi. On va vivre dans une nouvelle réalité qui va être propre à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes, alors ça va être plutôt valable pour ceux qui vont regarder la vidéo à assez court terme, on ne déconfine pas à la même vitesse en fonction de la ville dans laquelle on vit, en fonction de notre métier et même au sein d'une même entreprise. T'en as qui sont office managers qui restent chez eux parce que les bureaux ne sont pas ouverts, tout simplement. Et dans la même boîte, tu as ceux qui sont sous l'eau parce qu'ils doivent faire repartir l'activité. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de vivre une ère complètement individuelle où chacun va vivre dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle norme, parce que tu n'as même plus la même réalité que ton mec, que ta nana, que ton voisin d'en face, qui était plus ou moins homogène autrefois. Tout d'un coup, ces gens-là, ils peuvent être dans un pas du tout déconfiné quand toi, tu bosses comme un chien, pas du tout… tu vois, et l'opposé de toi, alors que normalement, ils sont plutôt comme tes collègues, qui sont plutôt comme toi aussi, etc. etc. Donc, on va vivre dans une ère où on a la chance, je trouve, de se poser la question de « et moi ?» En tant qu'individu, qu'est-ce que je vis? Et ça, c'est trouver sa place en tant qu'individu dans la société. Exactement. La question va se reposer. Ok, ouais, très bien. Exactement. Du coup, deuxième question, ça m'amène à te demander, toi qui interviens en tant que conférencière dans plusieurs entreprises, du coup, tu as une vision assez large de ce qui se fait. Et du coup, c'est quoi pour toi la qualité de vie au travail? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, déjà, rien que ça, c'est une question qui est… qui mériterait, je pense, 6 ans de travaux collaboratifs pour réussir à répondre vaguement à ça. Pour moi, ce que c'est quelque chose de très individuel. C'est-à-dire que tu vois, on se dit que attends, moi dans ma boîte, c'est trop bien, et le salarié d'en face va pouvoir te dire ma boîte, c'est la pire au monde. Tu vois, la qualité de vie au travail qu'on veut globale, d'un point de vue général, et en fait quelque chose de très individuel. Du coup, la qualité de vie au travail, c'est pour moi une sorte de terreau dans lequel on va mettre des petites graines, parce que chaque salarié est différent et que chaque salarié va se sentir bien avec des indicateurs qui sont différents. Je m'explique. Moi, tu peux dans mon équipe, je vais donner dans mon équipe. Dans mon équipe, il y en a pour qui tu peux les enfermer dans une pièce sans fenêtre. Si tu leur donnes de la matière intellectuelle, si tu leur donnes des trucs à faire, elles vont le vivre très bien. Tu vois ? Et inversement, il y en a pour qui la plante verte et la fenêtre, c'est fondamentalement essentiel. Tu vois ? Il n'y a pas de mieux ou de moins bien là-dedans. C'est tout simplement qu'on est constitué de façon plus ou moins différente. Tu as des gens pour qui le sens, c'est quelque chose d'incroyablement important. Quand ils vont choisir une entreprise, ils vont la choisir par rapport au sens qu'elle a. Ça va être de plus en plus le cas a priori si on fait un peu de prospective. Ceci étant dit, il y en a qui n'en ont rien à foutre, qui veulent juste gagner du pognon. Donc, la qualité de vie au travail qu'on veut globale, c'est quelque chose d'individuel, et c'est de la seule responsabilité de l'entreprise, c'est d'aller essayer de mettre un terreau où il y a différents engrais, tu vois, pour que le salarié qui est une petite graine puisse un peu éclore et se trouver bien là-dedans.
avec des composantes. Je veux dire, la graine pour éclore, elle a besoin de soleil et d'eau. Et si dans sa vie perso, ça ne va pas du tout, tu peux mettre ce que tu veux à ton salarié. Il ne va pas bien intérieurement. Il n'ira pas bien dans ton entreprise, tu vois. Donc, pour moi, la qualité de vie au travail, c'est essayer de donner des éléments complètement imparfaits, essayer de travailler composante par composante. Alors, c'est l'environnement de travail, c'est le manager qui est peut-être un peu plus bienveillant, c'est travailler sur le sens, sur les valeurs d'une entreprise. Pendant très longtemps, ça a été des posters accrochés à des murs, tu vois. Et là, de plus en plus, on se rend compte que le salarié, si jamais on va vers du télétravail, faut avoir des valeurs très fortes pour que quand il est tout seul à prendre des décisions, il se raccroche à des valeurs pour prendre des décisions. Tu vois. Et donc demain, les valeurs, c'est quelque chose d'essentiel dans l'entreprise. Donc c'est un peu tout ça. J'aimerais bien rappeler aussi quelque chose peut-être à ceux qui nous regardent, c'est que le travail, ça a 4 piliers en fait. Le premier pilier, c'est nous faire gagner du pognon. Bon, on en a besoin de plus ou moins. Là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se rendre compte qu'ils avaient leur placard qui était plein de trucs. De trucs inutiles, voilà. Enfin, ils ont fait du rangement. Généralement, s'ils ont été confinés, ils se rendent compte que, ils ont voulu consommer, mais quand tu n'as plus personne à impressionner d'avoir 50 robes jolies, enfin, moi, la première, j'ai été une grosse consommatrice, surtout aux US, ça n'a aucun intérêt. Là, le seul truc qui manquait à tout le monde, c'était un peu de soleil, de faire liberté, des d'air hugs frais. assez. Ouais, c'est ça, c'est des trucs gratos en plus. Donc, cette course à la consommation quand on veut impressionner l'autre, elle est profondément moins utile et elle a moins lieu d'être quand tu es enfermé, que tu fais du télétravail et que les autres, tu les croises une fois ou deux par semaine parce que tu retournes un peu lentement au boulot. Avoir une nouvelle robe, ça ne te sert pas grand-chose si c'est, in fine, tu vois, on retrouve l'utilité premier des habits. Bon. Tout ça est-il que, voilà, donc un des premiers piliers du boulot, c'est la composante pognon. Non négligeable, on en a besoin de plus ou moins en fonction de nos envies. Par contre, aujourd'hui, on a des besoins primaires et des besoins secondaires. Voilà. Deuxième composante, c'est l'aspect social. Et ça, c'est ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui, probablement avec le télétravail. C'est cette composante qui te fait dire que, tiens, tu vas voir des gens et tu t'ouvres et tu découvres des choses différentes. Parce que ton collègue, il n'a pas les mêmes passions que toi, il n'a pas la même vie que toi. Et tu te rends compte qu'il y a d'autres réalités que la tienne. Parce que le risque de rester en permanence en télétravail, c'est le risque de s'enfermer dans une sorte de bulle, de ne croire qu'il n'y a plus qu'une réalité parce que tu éduques ton algorithme à aller te chercher ce que tu as envie de voir. Moi, j'ai l'impression que toutes les entreprises s'engagent parce que je suis contactée par des patrons, par de la com d'entreprise qui me disent regardez, on essaie de faire un peu mieux, on essaie de faire ça, etc. Moi, je suis fascinée par tout ce qui se passe. Le mec qui a diamétralement opposé de ça, qui regarde juste, je sais pas, la digitalisation de la fonction RH, il ne verra que ça, tu vois. Et moi, je verrai une sorte d'humanité parce que j'ai éduqué mon algorithme. C'est en ça que c'est bien d'avoir des collègues. Ils disent attends, il y a aussi ça qui se passe. Quand on a des plus jeunes, ils viennent t'expliquer. Moi, on m'a expliqué hier, ce qui était une des jeunes de mon équipe m'a expliqué le fait qu'on pouvait mettre des fausses têtes sur des corps de gens maintenant, tu vois, et faire chanter des personnalités publiques. Je savais même pas que ça existait, tout ça. Bon, bref, donc voilà, c'est la composante sociale est primordiale dans le boulot et te permet de rencontrer d'autres gens. Il y a une composante, la troisième composante, c'est celle qui fait que tu acquiers des nouveaux savoirs et que tu t'améliores au quotidien. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu arrives à un boulot, ça te sort un peu de ta zone de confort, tu fais quelque chose et si en deux jours et 6 mois plus tard, tu sais le faire en 2 heures. Donc, tu vois, cette capacité de grandir, d'acquérir des nouveaux talents, qui va aussi stimuler un peu la confiance en toi, la confiance dans ton job, etc. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours aller stimuler, faire des formations aux gens parce qu'ils grandissent humainement parlant. Donc ça, c'est la troisième composante. Et la quatrième, c'est la composante sociétale. C'est-à-dire que tu travailles à plus grand que toi, tu vois. Tu participes à la mission de ton entreprise. Donc, quand tu es dans un hôpital, tu participes à sauver des vies. Quand tu es à la poste, tu participes à être un lien de communication entre les gens. Quand tu es à la SNCF, à faire en sorte que des gens se déplacent, tu vois. Et pour ça, en fait, le mec qui est en train de foutre un boulon dans un atelier, il aide des gens à se déplacer, tu vois. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on retrouve, c'est le sens du travail en disant on s'arrête à la micro-tâche où on est en plus remplaçable. Par contre, sans cette micro-tâche qui est faite, ton bonhomme, il prend pas le train. Et c'est aussi ça qu'il va falloir qu'on aille rechercher dans le travail, c'est cette notion d'importance de chacun. Genre, les mecs, sans vous, ça tourne pas.
Sans le mec qui sort les poubelles, l'entreprise ne marche pas. Sans le mec qui met le boulon, l'entreprise ne marche pas. Sans le manager, l'entreprise ne tourne pas. Et encore, je pense qu'on peut faire sauter beaucoup de managers avant de faire sauter quelques métiers, entre guillemets, de base. Les techniques, oui, bah, tous ceux qui apportent les techniques. Ouais. Qu'on valorise pas en plus, tu vois, tous ces métiers qui ont été ceux qui ont perduré pendant le confinement. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens qui te disent, mais attends, moi, on m'a renvoyé chez moi en me disant que j'étais inutile. C'est hyper violent. Tiens, c'est hyper violent. Et il me dit, mais du coup, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, j'étais inutile. Voilà. Les autres étaient bien plus utiles que moi. Des gens qu'on n'avait pas valorisés parce qu'on appelait ça des métiers de base étaient beaucoup plus utiles que moi. Et j'adore parce que pour moi, ça réinverse un peu, notre société. Les normes, les normes, les cases et les étiquettes, quoi. Exactement. Ça aura fait du bien. Voilà, ça fait du bien à l'humilité parce que ce qu'on a perdu probablement et fortement en France, c'est l'humilité. C'est-à-dire que quand tu as un peu bossé avec les US, tu sais qu'on a une sorte d'humilité face au temps. C'est-à-dire que moi, je suis un géant du retail, par exemple. Je vais aller papoter avec un petit gars qui bosse dans un petit truc qui s'appelle Instagram. Je vais pas le regarder de façon méprisante en me disant que moi je suis un géant et que lui c'est un tout petit. Donc, par exemple, il y a 15 ans Instagram, quoi, ou 10 ans. Mais je vais me dire que ce petit-là, ça va peut-être être un géant demain, tu vois. Et quand tu as une humilité face au temps de te dire que demain tu peux ne pas exister, tu vois, et qu'un autre qui est tout petit peut devenir un géant, et ben ça t'invite sans cesse à te réinventer. Et c'est ça qui nous manque en France. Et c'est pour ça que la qualité de vie au travail, pour moi, c'est pas quelque chose de binaire. On fait des petits déj, on fait des petites choses comme ça. Ça y participe évidemment, mais c'est regarder globalement ce que c'est que le travail et se dire, c'est quoi notre mission, c'est quoi les liens que je crée entre mes salariés, est-ce que je les paye de façon décente? Parfois, on peut pas, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de pognon qui rentre. Du coup, on a un peu moins de pognon pour payer les gens, etc., etc. Et c'est de se dire, voilà, un peu de transparence, on participe à notre humanité avec un grand H, en fait. Et je pense que toutes les entreprises, si elles commençaient à dire, les mecs, vous êtes utiles à la société, déjà, ça serait… la reconnaissance. Rien que la reconnaissance. Ça améliorerait, c'est ça. Mais il y a la reconnaissance avec un grand R et la reconnaissance avec un petit R. Ça va être le fil liant, tu vois, de toute l'interview. Tu sais, je vais faire des grands R et des petits R. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a été gargarisé. Tu vois, quand on est gamin en France, on est gargarisé à la recherche du bon point. Tiens, on t'a appris quelque chose, tu vas le répliquer et tu veux la reconnaissance de ton manager à tout prix, tu vois, tu veux qu'il te remercie parce que toi, tu as besoin d'être remercié. Tiens. Moi, par exemple, je suis très mauvaise pour remercier les gens. Globalement, je les aime, ils le savent, c'est un fondement. Par contre, je vais remercier quelqu'un qui me file un machin, un papier, etc. Mais je vais pas penser toutes les 5 minutes en disant merci de travailler pour moi, merci de travailler pour moi, merci de travailler pour moi, tu vois. Par contre, les gens savent que sans eux, et ça je leur dis en permanence, la boîte n'existe pas sans vous, les gens. Tu vois. Et du coup, mais je leur dis pas de façon scolaire, tu sais, ils n'arrivent pas à la gueule ouverte en me demandant un remerciement, tu vois. Ils le savent, c'est-à-dire que dans l'essence de notre entreprise, sans vous, rien n'existe. C'est-à-dire sans vous globalement, hein, de la com au marketing, à ceux qui font de la recherche, à celui qui fait le site web. Vous voyez, tu vois, c'est cette notion de système et d'écosystème. Moi, je suis rien sans eux. Voilà, point. Et ils le savent. Par contre, je ne vais pas les remercier sans arrêt parce que ça ne serait pas naturel, en fait. Et tu as des gens qui sont des introvertis. Moi, je suis une introvertie, je suis une hypersensible. Du coup, limite, quand je remercie quelqu'un, je me mets à chialer. Enfin, c'est l'hypersensibilité à son paroxysme. Donc, je ne vais pas le faire naturellement. Par contre, tu peux avoir de la reconnaissance globale. Et c'est la même chose au sein d'une entreprise. De temps en temps, ton manager ne te dira jamais merci. Je veux dire, mais par contre, tu sauras que sans toi, le système n'existerait pas. Donc, tu auras la reconnaissance que personne ne te dira verbalement, c'est-à-dire que personne ne viendra te dire merci, merci, merci pour tout ce que tu fais. Par contre, la reconnaissance, elle sera sociale. Tu sais que sans toi, le train, il ne roule pas. Tu sais que sans toi, les lettres, elles n'arrivent pas. Et ça, c'est un peu différent. Tu participes à plus grand que toi. Et c'est ça qu'on a oublié. C'est cette notion d'humanité et de collectif. Et du coup, on se gargarise de là, faut remercier, faut remercier, faut remercier. Ouais, mais si jamais, dès le démarrage, tu expliques à chacun à quel point il est essentiel, le remerciement, tu en as peut-être aussi un peu moins besoin parce qu'il est inscrit dans chacun et personne ne se pose la question de ce qu'il est en train de faire. C'est sûr. Ça repose des limites et des questions des reconnaissances et de ce qu'on fait, du travail qu'on fait, surtout si ça a un sens et si ça sert à quelque chose.
C'est sûr qu'on en C'est revient une autre à ce façon de faire, parce qu'en point-là. plus, tu vois, et même si tu extrapoles la chose, tu as des philosophes qui t'expliquent que la reconnaissance est un outil de manipulation. C'est-à-dire, vas-y, sois plus productif, en échange, je vais te donner quelques euros. La Tu carotte, vas la tu vas célèbre y carotte. cramer ta santé, Mm. exactement. Tu vas y cramer ta santé. Par contre, pour que tu aies ma grâce, moi manager, tu vois, et peut-être quelques euros, tu vas être docile, tu vois, pour te faire bien voir. Et d'ailleurs, tu le regardes là, dans le monde de l'entreprise, tu en as qui n'ont rien à foutre des normes. Moi, j'étais un peu toujours comme ça. Et tu as ceux qui veulent absolument, tu vois, chouchouter le patron, le machin, etc., etc. Et c'est pas forcément eux qui bossent le mieux en parallèle. Et c'est peut-être eux qui s'attirent peut-être la meilleure reconnaissance, et tous les autres qui sont en train de bosser, qui n'ont pas eu le temps d'aller chouiner et de faire semblant, ils sont déçus parce qu'on leur a pas donné la reconnaissance, comme si la reconnaissance de quelqu'un était gageur de ta valeur à toi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, souvent, je parle de confiance en soi, d'oser être soi, parce que ça, à partir du moment où tu sais ton utilité, tu ne la cherches pas auprès des autres, tu vois. Et ce besoin de reconnaissance, qui est quelque chose parfois assez annihilant pour le salarié, vas-y, fais exactement ce que je te dis. De toute façon, depuis ton enfance, on te fait répéter un peu bêtement ce qu'on est en train de faire, contre quelques euros ou contre ma grâce de te reconnaître et de te dire merci, tu vois. Tu vois, c'est pour ça, en fait, ce que je veux dire quand je dis ça, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire, oh là là là, c'est affreux de dire ça. Ben non, en fait, c'est que tout a une limite. Tu vois, la reconnaissance abétissante de dire merci à son salarié pour ce qu'il fait, bon, ça peut être important. Par contre, une fois que le salarié il connaît sa mission, c'est plus la peine, en fait. Dans mon ancienne boîte, mon patron n'a jamais dû me remercier de sa vie. Puis je savais très bien que j'étais indispensable au système. Tu vois, enfin, ça m'a jamais perturbée, parce que je savais ce que je faisais, j'avais des causes, j'avais des valeurs. Ouais, Tout ce que était tu plutôt faisais, tes en missions ordre. avaient un sens et servaient à quelque chose. Du moment qu'on Voilà, sait ça, c'est sûr qu'on n'attend voilà, pas voilà. forcément une reconnaissance, enfin le mot merci. Oh, ben, c'est Exactement, sûr. exactement. Ben, du coup, ça va m'amener à te poser la question. Alors pour toi, du coup, qui parle d'optimisme, qui en fait un peu ta clé de voûte, qu'est-ce que tu trouves comme lien entre l'optimisme, la QVT du coup, et le bien-être au travail? Voilà, alors, vaste question. Je pense que les optimistes vont mieux naturellement. Et du coup, sont des gens de personnalité un peu plus enjouée, un peu plus écrés autour d'eux, probablement un peu plus de bonheur que les pessimistes. Alors, pour être très clair, moi, je ne sais pas si je suis une grande optimiste ou une grande pessimiste. C'est-à-dire qu'en ayant bossé, comme je te le disais, dans le développement durable, dans le marketing, de temps en temps, je me dis, mais c'est qu'on on est dans une société absolument schizophrène, tu vois, dans une société où il n'y avait pas de proposition de valeur entre les deux, c'était consommer, mais sauver la planète, et c'est un Sauver peu la même l'environnement, ouais. chose. Sauver l'environnement, tu vois, et c'est un peu la même chose avec le travail. Soyez heureux au travail, mais bossez plus. Et puis, soyez vous-même, mais pas trop quand même. Voilà. Donc, tu vois, c'est avec cette sorte de schizophrénie, et du coup, les gens ne savent plus trop où se positionner. En se disant, attends, est-ce qu'on est optimiste parce qu'on consomme, ou est-ce qu'on est optimiste parce qu'on ne consomme pas? Tu sais, souvent, dans les études, la France est optimiste, est-ce qu'elle consomme? Ah bon, c'est être optimiste que de consommer, tu vois. Après, je fais pas l'apologie de la décroissance ou quoi que ce soit, tu vois, pour autant. C'est juste que mon enjeu, c'est de poser des questions. Et j'ai pas les réponses. C'est comme ça, c'est bien les gens qui vont regarder la vidéo et vont dire, ok, parfait. Tout ça pour dire que le lien entre tout ça, c'est que l'optimisme, en fait, c'est quelque chose. C'est-à-dire que l'optimisme, c'est ce qui va nous donner envie de construire notre société, avec un petit S et avec un gros S, de demain. Et qui va se dire qu'on va être capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Et tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'aime bien je cite souvent Émile Servan-Schreiber, qui a écrit le livre qui s'appelle Super Collectif, que j'invite tout le monde à lire, qui explique que l'intelligence d'un groupe, tu vois, est toujours supérieure à l'intelligence du mec le plus intelligent du groupe. C'est-à-dire que c'est le MIT qui a normé ça. Alors, il en parle beaucoup mieux que moi dans son livre. Le MIT a montré ça, c'est qu'un groupe est toujours plus intelligent que le mec le plus intelligent du groupe. Et le groupe est d'autant plus intelligent que les gens que le groupe est diversifié. C'est-à-dire qu'il y a de la mixité, entre hommes et femmes, mais aussi par rapport aux différentes couches, tu vois, qu'il peut y avoir dans l'entreprise, et que si tu veux créer, et que les gens sont empathiques, donc ils ont la capacité de s'écouter les uns les autres. Du coup, si tu veux demain inventer ton entreprise, ne pas te laisser dépasser,
par les événements, hein, que ce soit Covid, que ce soit rupture technologique, parce que tout d'un coup, tu as un petit geek dans le fond de sa chambre qui a codé une application qui fait que les taxis sont en stress, quoi, ou que les hôtels sont en stress, Airbnb, Uber, des choses comme ça. Et ben, il faut de l'intelligence collective, en fait, et il faut que tout le monde y participe. Donc, c'est en ça que pour moi, je suis très optimiste. Je suis assez pessimiste par rapport au système, parce que je me dis que c'est trop lent, etc. Par contre, je suis très optimiste dans les gens. Je crois que chacun commence à se réveiller aussi, à se dire, mais moi, je veux participer, je veux contribuer. Et je crois que les entreprises commencent aussi à se dire, bah, si on ne veut pas être dépassé, il va falloir qu'on interroge tout le monde. Et tout d'un coup, ça remet sur un pied d'égalité tout le monde, parce que bah, tu as tout autant voix au chapitre, en fait, que tu sois patron ou que tu sois manager, peu importe, ta voix compte autant pour aller inventer l'entreprise de demain. On parle beaucoup de design thinking en ce moment. Je ne sais pas si tu en parles un peu sur ton réseau. Le design thinking, on va inventer en intelligence collective des trucs, mais si le mec, il n'a pas confiance en lui, s'il n'ose pas donner son idée, parce que tu sais, le design thinking, ça part souvent sur des idées un peu décalées, s'il n'a pas confiance en lui, s'il a peur de s'exprimer, s'il n'a pas appris à s'exprimer quand il était gamin, si dans la même salle, il y a son N+1 et son N-1 et qu'il a peur de donner son idée, de peur de perdre la face, etc., le design thinking, ça ne marche pas. Tu vois. Et ça, on est en train, en permanence, de rapatrier des trucs à l'américaine en se disant, ça a marché aux États-Unis, alors on va le faire maintenant. Ils ont réussi à créer des géants américains. Ouais, je veux dire, regarde ton système éducatif. Est-ce qu'il t'apprend à lever la main et à parler? Regarde toutes les hiérarchies qu'on peut avoir en France. Est-ce que du coup, tu as l'impression que le mec, il va avoir envie de donner son idée s'il déteste sa boîte? Et s'il a peur de se prendre un skate de son N+1, non, ça ne marche pas. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir aller chercher. C'est en ça que je suis très optimiste. C'est qu'il va falloir que les entreprises se trouvent une identité. Nous, en France, on a des talents. On est plutôt de philosophes. On réfléchit plutôt. On a des valeurs. On a des engagements. Et c'est notre subtilité française qu'il va falloir qu'on aille probablement aller chercher, en fait, pour créer nos entreprises de demain dans un écosystème français. Alors, évidemment, on appartient au monde, mais c'est en ça que je suis assez optimiste et c'est en ça que je pense que l'optimisme peut favoriser le bien-être au travail. Parce que quand tu es optimiste, tu te dis que tu vas créer ton entreprise de demain. Donc, tu vois, quand tout à l'heure, je te parlais des 4 piliers du travail d'un point de vue global, bah, tu vas participer à plus grand que toi. Tu vas mettre à contribution tes talents. Bon, les sous, de toute façon, tu les gagnes et tu gagneras pas plus, pas moins, globalement, sauf si ton entreprise devient une licorne, tu vois, un géant. La composante sociale, bah, tu participes avec d'autres gens à la construction de la société de demain. Donc, c'est pour ça que je lis beaucoup, moi, souvent, innovation, optimisme, création de la société de demain. Et par contre, on est d'accord, ça impose une certaine humilité du management, une certaine humilité de la direction, mais que tout le monde est en train de se prendre quand même un peu en pleine face en ce moment, parce que tout le monde doit se réinventer. D'accord, oui, c'est sûr que ça fait un point de vue un bon lien entre l'optimisme et le bien-être au travail. C'est sûr que déjà la confiance en soi, comme tu disais, si on l'a pas, on pourra difficilement donner nos idées. Enfin, donc pour innover, l'innovation sera compliquée si déjà l'individu en lui-même n'a pas confiance en lui. Exactement, c'est pour ça. De belles choses, mais voilà. Et oui, et tu vois, et c'est ça le problème, c'est qu'en France, tu vois, tout ce qui est thématique de développement personnel, mais pour moi, la première, tu vois, c'est pas. Je trouve que ça fait très gourou, très machin. Enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans le bordel. Par contre, en fait, la confiance en soi est essentielle pour construire quelque chose. C'est ça le problème. C'est ça, et ça peut pas être dissocié du monde du travail. Tu regardes, moi, j'ai papoté avec des entreprises libérées. Tu sais, des entreprises où on fait sauter du management, par exemple. Et ils me disaient, en fait, on a dû rééduquer tous les salariés, et je le vois aussi dans mon entreprise, à avoir confiance en eux, à prendre une décision, à assumer leur décision et à se dire, vous en faites pas, ça va bien se passer et vous n'aurez pas une mauvaise note pour avoir fait une connerie. Tu vois? Et du coup, c'est une sorte de rééducation à l'autonomie, parce qu'on n'a pas fait de nous des personnes autonomes. Juste avant toi, j'ai eu un appel avec un médecin urgentiste qui est Philippe Rodet, qui travaille beaucoup sur le stress en entreprise et qui est incroyable. Et on parlait, et il me disait qu'il y a un entrepreneur milliardaire chinois qui a dit qu'en France, on allait couler parce que on faisait de nous des salariés et non des entrepreneurs. Vachement intéressant, tu vois, ce regard de l'extérieur qu'on a sur nous, de ce peuple un peu d'exécutants qu'on a fait, alors qu'on est tous incroyables et qu'on peut tous participer à notre société, et quel que soit notre rôle dans la société, tu vois, il n'y a pas de petit job.
C'est-à-dire que tu regardes, hein, on ne valorise pas forcément de temps en temps des secrétaires, des assistantes de direction ou autres, alors que c'est elles qui calment les égos d'autres gens qui font que ça fonctionne, tu vois. On oublie la composante humaine en permanence, on s'arrête à la feuille de poste et au bilan chiffré du poste. Bah ouais, mais et le fait que tu as été consolé machin le 17 septembre et le fait que grâce à toi, il y a machin qui s'est pas planté, tu vois, qui a eu confiance pour partir dans de bonnes conditions à son entretien pour vendre, je sais pas, des camions ou des clims. Tu vois, c'est des trucs non palpables, non mesurables, mais tu as profondément participé à l'entreprise, mais c'est de la composante humaine qu'on ne va pas valoriser. Voilà. Donc, tu vois, c'est pour ça la qualité de vie au travail, c'est se rendre compte de son utilité, nous, en tant qu'individus, quand les autres ne nous remercieront pas et d'une, et quand on nous remerciera de toute façon jamais pour être qui on est. Donc, voilà. Donc, qualité de vie au travail, c'est soi-même qui l'avons en main. C'est nous-mêmes qui l'avons en main, pardon. On a les responsabilités de son bien-être, façon et de son bonheur, en quelque sorte, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, exactement, et on l'a toujours attendu de l'extérieur, tu vois. C'est la même chose que tu vois, j'en parle beaucoup dans le livre, dans mon deuxième bouquin. Tu sais, je dis, on est dans l'ère de l'évaluation à court terme. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une ère où tout va vite en permanence. Et tu vas au resto, tu notes ton resto. Tu vas dans un hôtel, tu notes ton hôtel. On est arrivé au stade où on note son manager. On note tout ce qui nous passe par la tête, tu vois. Mais ouais, mais enfin, aujourd'hui, tu n'aimes pas les aubergines. Dans 10 ans, tu aimeras peut-être les aubergines. Et le plat que tu as détesté aujourd'hui, dans 10 ans, tu le trouveras peut-être très bon, tu vois. Et en fait, c'est cette notion d'humilité dont je te parlais tout à l'heure face au temps qu'il faut qu'on ait en permanence, en se disant, bah, c'est pas parce qu'on me reconnaît pas aujourd'hui que demain, on me reconnaîtra pas, en fait. Et je n'ai même pas besoin d'attendre cette reconnaissance parce que je sais que je suis utile à ma société. Et si vraiment vous vous rendez compte, et ça je le dis très souvent aux gens, si vous vous rendez compte que c'est franchement antinomique, changez. Il y aura des gens qui seront toujours heureux de vous recruter pour votre poste, même si vous gagnez moins de sous, vous serez d'autant plus heureux en fait. C'est ça, on a l'impression que c'est rétrogradé que de passer d'un appartement de 5 pièces à un appartement de 4 pièces. Ouais, enfin non. Je veux dire, si tu passes de moins heureux à plus heureux, c'est peut-être là quelque chose aussi à aller chercher. Donc, tu vois, et la vie, c'est une expérience, en fait. On la voit comme une finalité. Tu vois, la finalité, c'est le bonheur en entreprise. Non. La finalité, c'est l'expérience de comment est-ce que moi, je me sens, comment est-ce que j'arrive à faire mieux, en fait. Et de toute façon, ça ne sera jamais parfait. C'est sûr. Donc, pour finir, dans les dernières questions que j'avais, c'était pour mieux te connaître toi. Donc là, ça va être très synthétique. En quelques mots, déjà, voilà, là, tu me dis que j'ai été trop bavarde en communication non violente. Non, pas du tout, j'adore. Mais là, c'est, tu sais, le portrait que je propose et ils ont tous la même façon. En fait, je demande à la fin, en un mot, souvent, ou en une phrase. Et là, c'est en un mot déjà, quel mot te définit le mieux? Curiosité. Curiosité de l'autre. Ta plus grande qualité force? Ma plus grande qualité, aimer les autres. Ton principal défaut ou faiblesse? Aimer les autres. C'est l'hypersensible, ça, qui parle, non? Mais oui, c'est ça. C'est à la fois un atout et à la fois une faiblesse. Et en une phrase, du coup, ce qui t'inspire dans la vie, ou plusieurs mots? Les autres. Pardon, mais c'est assez linéaire là-dessus, tu vois. C'est assez linéaire, mais en fait, je trouve que les gens sont beaux à partir du moment où ils savent où, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous imparfaits, on a tous plein de faiblesses, de fragilités. Alors là, on va me dire, bah ouais, mais les grands dictateurs, etc., etc. Bon, je suis d'accord. De temps en temps, tu peux mettre une limite à ça, et encore, ils ont peut-être tous quelque chose de très beau. Je les connais pas, je les côtoie pas, donc je peux pas le dire. Mais du coup, ouais, je crois que chacun a une belle histoire à raconter et que chacun est très très fragile. Sur les dernières années, en tout cas, pour avoir rencontré tant des stars multinationales que des patrons, que des gens, que le N-99 du même patron, en fait, je leur trouvais tous cette sorte de même fragilité, cette même sensibilité qu'on a tous, parce que c'est pas parce qu'on est patron que c'est pas notre femme qui nous fait faire tout et n'importe quoi quand on est chez soi, quand on est star où on a peur de perdre le succès, et quand on est N-99, on se sent pas grand chose alors qu'on a une vie incroyable.
tu vois. Et en fait, tout le monde est pareil, en fait. Et j'aime bien la sensibilité des gens et j'aime bien l'imperfection. Alors, je sors un peu de la qualité de vie au travail, mais quand on trouve l'autre beau, tu vois, je trouve que c'est une énorme dose d'optimisme, en fait, pour moi au quotidien, de parler avec les gens. D'accord. Et du coup, je voulais revenir, tu as écrit de nombreux de textes très inspirants sur la société et l'humanité pendant la période de confinement. Et du coup, te revoilà. Et du coup, je Attends, voulais pardon, j'ai savoir… mon téléphone qui a sonné et quand mon téléphone sonne, ça… Ça a coupé, hein. Ah, ouais, tu dois avoir une coupure. Excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, te revoilà. Du coup, oui, je te disais, tu as écrit de nombreux textes sur la société et l'humanité pendant la période de confinement. Et du coup, je voulais avoir ton avis pour toi. Quel enseignement retenir de cette crise? Pouf il y en a des millions à retenir. Les plus importants, celui qui te Ouais, vient le plus à l'esprit pour toi. la plus importante, je pense que la société s'est horizontalisée. C'est-à-dire que tu vois, tout d'un coup, les gens n'ont pas ont donné des règles et des normes, tu vois, enfin, que ce soit, comment dire, les politiques, les mecs de la santé, le travail, etc. Mais les gens n'ont pas attendu pour faire preuve de solidarité envers leurs voisins. Tu vois, autour de moi, j'ai plein de belles histoires de gens qui me disent j'ai rencontré mes voisins, on a été donné à manger à la mamie, ou, tu vois, ce genre de belles histoires. Et ce genre d'histoire aussi où tout d'un coup il a fallu sauver des vies. Du coup, une entreprise Decathlon, tu sais, a mis en vente des masques leurs là. masques, ouais. Voilà, des makers, tu sais, qui ont des Fab Labs et qui avaient des imprimantes 3D, se sont bougés les fesses pour aller construire la petite pièce, tu vois, pour le transformer en respirateur. Comment ça s'appelle, des médecins, des infirmières se sont affranchis de la hiérarchie pour aller acheter ces machins-là sans passer par les trucs d'achat un peu normaux, pour aller sauver les gens, tu vois. Et cette sorte de complémentarité, tu vois, entreprise, enfin, il y a là, dans ce qu'on te dit, on a toute l'humanité, on a l'individu, juste le citoyen qui a un truc de maker, là, on a l'entreprise, on a le public, tu vois. Tout d'un coup, il y a quand même une solidarité pour l'humanité. Et ça, je trouve ça assez beau quand tu papotes avec des infirmières aussi. Nous, on est beaucoup suivis par des personnes de santé. Tu vois, les infirmières, elles nous disent, nous, on n'a plus attendu les directives, on s'est débrouillé pour avoir des lits, c'était imparfait, mais on a fait notre job, tu vois. Et on se rend compte que dans une sorte de situation d'urgence, les gens, l'humanité est capable d'aller chercher ce qu'elle a éteint pendant des années en attendant qu'on lui dise quoi faire pour aller se créer. Tu vois, pour aller participer en fait à ce fameux plus grand que soi dont je te parlais tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est très beau en fait en termes de futur déjà, en termes de futur souhaitable aussi. Et on a été capable de voir ça. Et en plus, on est en train de rentrer dans une ère, alors je sors un tout petit peu du cadre, mais je trouve ça assez intéressant d'en parler, où on entre dans une ère de déficit de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est capable d'analyser ce qui s'est passé, tu vois, tu peux écouter des médecins, des politiques, des scientifiques, des machins, des sociologues. Moi, j'écoute beaucoup de gens, j'ai le goût de la curiosité et tout le monde est convaincu de ce qu'il dit. En plus, ils sont même pas en train de mentir, ils sont en train de donner leur vérité. Et toi, tu arrives avec ce truc-là. Moi, les gens qui m'en ont le plus dit sur ce qui se passait, c'est des chamans. Tu vois, et là, tu te dis, ok, c'est quand même curieux cette période. Bah oui, j'ai autour de moi des gens qui côtoient les peuples premiers, des gens comme ça. C'est eux qui m'ont donné les plus belles grilles de lecture de la situation qu'on était en train de vivre, tu vois. Et demain, dans cette ère de déficit de confiance, parce que globalement, tout le monde le sait, je veux dire, tout le monde a son avis, certes, mais tout le monde se dit qu'il ne sait pas, en fait, pas vraiment qui croire, quoi. Globalement, tu as choisi qui tu vas croire, mais tu te dis qu'il n'y a pas il n'y a pas de vérité, tu vois, il y a plus une vérité qui est tangible pour tout le monde. Et du coup, on arrive dans un truc de déficit de confiance qui fait qu'on va peut-être regagner chacun notre souveraineté, tu vois. On va se dire, bon, pas trop confiance, on est dans de l'incertitude, on vit tous à une temporalité différente, une situation différente. Bon, qu'est-ce que moi, c'est quoi mes convictions, c'est quoi ce qui me tient encore, c'est quoi
comment je vais contribuer à tout ça, comment je vais participer. Et en ça, je trouve que la période qu'on va vivre, elle va être dure. Hein. Enfin, elle va être dure. J'en parlais avec le docteur Philippe Rodet tout à l'heure. Et il me disait, l'onde de choc, c'est généralement 3 ans plus après. Tu vois, qu'il y a les suicides, les machins, etc., etc. Donc, on en a pour 3 ans. Voilà. Du coup, maintenant, à nous de la sublimer, cette période, en prenant des décisions, parce que je crois que cette période nous a amené à réfléchir à notre intériorité, à réfléchir, on a dû se regarder face à un miroir. Je veux dire, on ne s'est plus regardé dans le regard des autres, on s'est regardé face à un miroir, face à… Tu sais, à un moment donné, je l'avais marqué dans un poème, le Covid, c'était des Covid, tu vois, on était face à nos vides, tu vois. Puis là, tu te dis, OK, par quoi je commence? Au démarrage, tu veux le combler, puis finalement, tu te rends compte que c'est pas si mal le vide, que ça t'apprend des choses, que tu étais peut-être dans un rythme un peu plus lent. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des grosses décisions. Après, il y en a qui verront pas du tout ça, qui continueront comme avant. Et je crois que la société va un peu scinder en deux. Entre ceux qui ont pris une décision, qui vont aller avoir cherché à sublimer la période, et ça se voit même au niveau des entreprises, qui vont avoir été chercher à sublimer cette période, et ceux qui vont vouloir vraiment s'accrocher à faire comme avant, tu vois, mais tu peux plus demain faire comme avant. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude. Comment tu peux demander ne serait-ce qu'un CDI? Aujourd'hui, alors je ne remets pas en cause le CDI, sinon je vais me faire taper dessus par tout le monde, mais globalement, non, mais en fait, je ne suis pas anti-CDI, mais ce que je veux dire, c'est que… Je suis d'accord avec toi, moi. De toute façon, sur le CDI. Tu vois, mais en fait, le salarié veut de la stabilité parce qu'il ne sait pas gérer l'instabilité, mais dans un milieu instable. Une entreprise ne sait même pas de quoi elle va vivre demain. Tu regardes, et comment tu veux qu'elle assure à un salarié de la stabilité? C'est plus possible aujourd'hui. Tu vois, moi, je le dis à mes équipes, très franchement, nous, ça va. Pour le moment, ça va. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu sais pas. On n'a aucune idée. Et tu vois, et c'est vrai que le fait d'avoir une entreprise, j'ai plusieurs casquettes de manager. Alors, je suis vraiment une piètre manager, je trouve, mais comme je suis, voilà, ça te donne en fait aussi je vois ce que vivent les managers, tu vois, je vois ce que vivent les patrons. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, j'arrive avec ma petite analyse, parce qu'on a une analyse sociétale en fait. Et je trouve que la période va être incroyable. On va devoir se réinventer. Tout le monde va devoir se réinventer de toute façon tout le monde. Mais dans l'incertitude, comme tu dis. C'est ça. Là, tout le monde a peur de façon de l'incertitude. Hein. L'être humain en a peur. Du coup, et les Français, je pense qu'on en a encore plus peur. Mais on nous a pas appris. C'est sûr. On n'apprend pas dans l'éducation. C'est pas de notre faute, tu vois. C'est pas de notre faute. On nous a un peu aussi abrutis. Puis tu regardes, même notre télé-réalité, c'est tu es le maillon faible, au revoir. Koh-Lanta, vous êtes le plus faible, vous perdez. Tu vois, on est dans une société qui nous a renvoyé la faiblesse en permanence. C'est pour ça que dans mon deuxième livre, je parle beaucoup vraiment de la société dans laquelle on vit, parce qu'elle nous façonne littéralement. Moi, j'ai mon téléphone qui fait que de sonner. Ça a recoupé. Non, mais de toute façon, on va en avoir fini comme ça. On va terminer là si tu as d'autres choses. Non, j'ai pas autre chose, mais en fait, c'est le fait d'avoir relié le téléphone à l'iPad, c'est pas le bon plan pour les Zooms, en fait. Faut être clair, faut que je coupe mon téléphone. Donc, voilà, bon, excuse-moi, j'ai papoté un peu de tout, je pense que je me suis un peu éloignée, mais je sais que tu as d'autres intervenants cette semaine qui parleront, eux, parfaitement de la qualité de vie au travail à proprement parler, en donnant vraiment quelque chose probablement de peut-être un peu plus linéaire. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui sortent des conversations avec moi en me disant « Oh là là ». Non, mais c'était très intéressant. C'était le but aussi d'avoir ton avis, parce que justement, tu casses les codes. En fait, tu as cette image-là. C'est pas pour rien que tu as des milliers de gens qui suivent l'optimisme, comme sur les réseaux. Hein. Faut pas. C'est que les gens attendaient autre chose. Et le fait que justement tu sois pas linéaire et tu proposes des choses qui bousculent, un peu différentes, rien qu'avec les poèmes, on le voit. Je le vois, je suis tes posts. Tu mets un post, 1 heure après, tu as des milliers de personnes qui l'ont liké, qui l'ont commenté, qui l'ont partagé. Enfin, je veux dire, à un moment, ça a du sens, quoi. Donc, mais tu vois, c'est très drôle parce que tout le monde me disait, il faut que tu fasses des vidéos, Catherine, il faut vraiment que tu fasses des vidéos. C'est l'ère de la vidéo courte. Vas-y, fais des vidéos, Kat, tu vois. Puis moi, je me suis mis pendant le confinement, je me suis mis à faire des poèmes, tu vois. Le truc le plus désuet qui existe, tu vois. La fille, elle croit qu'en 2020, on fait du poème, tu vois. Mais j'y peux rien, c'est ce qui est sorti. Et comme tu dis, tu vois, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, moi, je suis l'intuition.
j'y peux rien. De toute façon, je sais pas me contraindre. Et du coup, je suis un peu ce qui vient. Et tu vois, le poème qui paraissait peut-être le truc le plus désuet, ils ont été lus plus de 10 millions de fois sur certains. 10 millions. J'ai un Français sur 6 qui a lu le poème, tu vois, qui se dit, oh, c'est incroyable. Et du coup, tu vois, en fait, il y a des règles, il y a des normes, tu vois, tout marketeur te dira, faut faire des vidéos courtes, tu vois. Regarde, je sais pas combien de temps ça fait qu'on papote, moi je suis incapable de synthétiser ma pensée parce que je trouve que je tranche dedans en me disant j'aurais beaucoup plus de choses à raconter que ce qu'on dit, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille synthétiser un truc en 1 minute, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter le temps court aussi. Je veux dire, prenons le temps, tu vois, redonnons-nous le temps. C'est pas possible autrement, il faut qu'on se redonne le temps. Et je finirai par un truc pareil. Hein. J'ai eu Philippe Rodet juste avant, donc je fais de la pub pour Philippe, qui me disait, on en parlait, je lui disais, bah, tu vois, il y a un truc qu'on a toujours dit, qu'on dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est 8 heures pour travailler, 8 heures de distraction, tu vois, et 8 heures de sommeil. Et 8 heures de sommeil, ouais. Voilà, tu vois, ce truc des 3-8. Et bien là, tu te dis, en fait, notre humanité, elle a perdu la distraction. Tu regardes, hein, je veux dire, cette distraction, déjà, tu parais pas sérieux, alors que l'homme est joueur, hein, faut quand même dire ce qui est. On est des mammifères. Je trouve que c'est se sentir un peu, se prendre un peu trop au sérieux, de se dire qu'on n'est pas joueur. L'homme est joueur. Et en fait, il a perdu ce temps de distraction. On l'a un peu perdu, c'est-à-dire quand tu travailles, quand tu es salarié, 8 heures, c'est généralement au boulot. Tu as du déplacement, donc tu es déjà presque à 8, tu es au moins à 9 heures, plus ou moins, il faudrait regarder la moyenne. Puis après, tu as ta vie de famille, du coup, tu es parfois dans du labeur, entre guillemets, parce que faut coucher les enfants, faire à manger, etc. etc. Et tu regardes, tu as très peu de temps de distraction. Bah ouais, il reste peu de temps. Alors, et puis évidemment, tu te sens fatigué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder la télé, tu vois. Et la télé qui t'envoie des messages, surtout le plus faible sort. Ouais, la consommation est d'une, plus faible sort. Et tu vois, si tu prends pas du recul par rapport à tout ça en te disant, tu ferais mieux. Et Philippe Rodet me disait, il y a des études qui sont passées, je sais plus dans quel pays, faut mieux aller au musée ou faire des trucs, tu vois, à l'extérieur, ça te rend plus heureux que aller vite en permanence pour faire tout un tas de machins, quoi. Donc voilà, plein de questionnements. Pardon, j'ai fait une digression sur digression sur digression, mais il n'y a pas de souci, c'est bien, c'est génial. On finit de toute façon sur de l'optimisme. Le but, c'est ça. Moi, c'est de finir sur ça. On a quand même fait le lien, enfin, j'ai ton lien entre l'optimisme, la qualité de vie, ce qui explique aussi ton parcours et pourquoi tu es suivie et dit comme influenceuse depuis 3 ans, c'est ça? Du coup, voilà, mais c'est tout à son surtout, sens. tu vois, donc, Et puis j'ai le goût tu vois, vraiment, j'ai le goût de la diversité. Tu vois, là, on évoque LinkedIn, mais je suis autant suivie sur Instagram, sur Facebook. Aussi, ouais. En fait, c'est des réseaux qui sont différents les uns les autres. C'est des personnalités qui sont différentes. Mais enfin, voilà, moi, je crois que l'enjeu est de toucher le cœur des gens en disant, mais attendez, ouais, moi, j'ai un côté peut-être intello parce que je me farce des bouquins épais, économie, philo, etc., etc. Oui, j'ai un côté complètement... regarde ma gueule, enfin, je veux dire, je me suis même pas coiffée avant de venir là, tu vois. J'ai un côté authentique, un peu... t'es authentique. Ouais, j'ai un côté un peu enjoué, etc. Mais enfin, sourire, ça grille pas des neurones. Tu vois, sourire, ça grille pas des neurones. Être optimiste, souvent, c'est vrai. Ouais, être optimiste, ça veut pas dire ne pas être réaliste. Je veux dire, moi, j'ai lu les rapports du GIEC. Pas tout, j'ai lu les synthèses des rapports du GIEC. Donc, autant te dire, je suis pas très optimiste, in fine. Je pourrais ne pas l'être. Et en plus, je connais le marketing et je sais qu'avec un peu de data, tu manipules massivement les gens. Donc, je pourrais ne pas l'être. Par contre, je choisis de l'être parce que je choisis de contribuer à mon... Oups. Ah, je t'ai fait tomber. Ah, on t'a perdu. Excuse-moi, je t'ai fait tomber. Je t'ai carrément fait tomber même. Ouais, tu vois, mais je choisis de participer. Ah, pardon, je suis en train d'essayer de remettre ça en place. Ah, ça ne marchait pas. Ouais. Je dis, j'essaie de contribuer à ma contemporanéité. Voilà. Si j'arrive juste à faire ça, et même si c'est que poser des questions et raconter un peu des choses, raconter ce qui se passe, c'est pour ça que je ne dis pas quoi faire, je ne dis jamais quoi faire, mais je pose des questions et c'est probablement pour ça qu'on m'appelle beaucoup en conférence. C'est-à-dire que j'ai aucun message d'injonction, j'ai juste des questionnements pour que chacun puisse derrière tirer une conclusion.
Tu interroges les gens et tu les bouscules à se poser les questions, les bonnes questions. Exactement. Les bonnes questions, je ne sais pas, mais des questions. Tu vois. Bon, en tout cas, Voilà. Catherine, un grand merci. Et quand tu veux sur Toulouse, hein, on attendra. Ouais, ben, on se disait en off tout à l'heure, je me disais, il faut vraiment qu'il y a plein de gens qui m'appellent sur Toulouse, mais pour le moment, je fais vraiment beaucoup de visioconf. Et c'est vrai que je fais partie de ceux qui ont un peu le syndrome de la cabane. J'en avais parlé dans un post. J'ai Oui, un peu du j'ai mal vu à passer déconfiner quand même. C'est vrai que quand tu es petit à petit. hypersensible, Mm. ouais, quand tu es hypersensible, tu te rends compte à quel point, bah, quand tu es confronté au monde, tu perds de l'énergie. Alors après, je retourne en plateau radio la semaine prochaine, etc. etc. Mais oh là là, cette pause, elle a été incroyable, tu vois. Elle a été dure, hein, parce que tu vois, souvent, on me dit, bah oui, mais pour toi, c'est plus facile. Alors, j'ai des salariés, j'ai une boîte où je fais des conférences, du coup, l'événementiel, ça pète. Ça. J'ai tout un tas de trucs. Je veux dire, non, on peut pas dire que ça. Voilà, enfin, j'ai des parents qui sont âgés, j'ai eu des gens qui ont été touchés autour de moi par le Covid. J'avais pas du tout le gros lot, tu vois, tu vois Ouais. dans l'affaire. Mais en fait, c'est que je cherche à sublimer probablement aussi ce qui s'est passé en me disant, bon, bah, si c'est arrivé maintenant, comment est-ce que j'en tire une conclusion qui va avoir du sens et qui va peut-être me faire grandir, moi, parce que je crois que la vie est un apprentissage et on grandit, on apprend et je m'émerveille d'apprendre. Ouais, c'était vivre le confinement finalement comme une expérience. De toute façon, Ah, c'est quoi pour que moi, c'est une c'est expérience. quoi de C'est, plus, c'est, c'est, comme tout moment de c'est une, l'année, quoi. c'est ça. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à me. Ouais, c'est peut-être un truc, hein, pour tous ceux qui nous regardent, de se dire que quand tu vis les choses comme une expérience, tu t'en distancies, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu expérimentes un manager toxique, tu expérimentes un mec pervers narcissique, tu expérimentes machin. Alors, au bout d'un moment, l'expérience, faut s'en sortir et il ne faut pas essayer d'expérimenter 3-4 fois la même chose, tu vois. C'est-à-dire quand tu as tiré ta conclusion que ce n'était pas pour toi, c'est pas pour toi, tu vois. Mais ça te permet aussi d'avoir une indolence un peu face au temps, tu vois, cette humilité face au temps dont je te parlais déjà tout à l'heure. Quand tu viens de la plugger avec de l'expérience, moi, ma boîte, je m'en fous. Tu vois, la réalité, c'est que j'ai aucune velléité à. Tout le monde me demande, mais tu veux pas scaler moi, je veux investir, machin. Mais non, pas du tout. Une entreprise, c'est juste une expérience, en fait. C'est pas Mm. du tout, ça n'a pas du tout un objectif. C'est vivre, participer à la contemporanéité. Effectivement, moi, j'ai besoin de gens parce que, comme tu dis, voilà, enfin, on est beaucoup suivi, ça fait beaucoup de messages, ça fait beaucoup de choses à faire. In fine, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot de toutes mes équipes, en fait, aujourd'hui. Mais c'est pas la velléité, elle est pas dans l'objectif, tu vois. Elle est dans le vécu de l'instant présent. Et déjà, si chacun vivait comme ça son entreprise, j'ai envie de te dire, moi, dans mon ancienne boîte, j'ai trouvé ça incroyable ce que j'ai vécu. Mon collègue le plus proche, qui était mon voisin à droite dans mon bureau, a trouvé que c'était la pire entreprise au monde, tu vois. Mm. On Chacun était dit pas la un, même chose. voilà, on était littéralement un mètre l'un de l'autre avec les mêmes collègues, le même bureau, la même plante verte, même salaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai trouvé l'expérience incroyable. Lui, il a trouvé ça affreux. Ouais. Et ça dépend de ce qu'on en fait. La réalité n'est que le prisme déformant qu'on en a. Ça, c'est joliment dit. On va finir sur ça. Je vais te laisser aller refaire parce que tu as tout un programme apparemment, tu me disais. Du coup, un grand merci pour ce petit moment qu'on a réussi à trouver. Merci de l'avoir fait, merci d'avoir pris le temps et puis bravo pour l'initiative. Je sais ce que ça demande en termes de temps, de monter des trucs, etc., etc. Et bah, merci pour ce que tu fais. Ben, merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ça et d'en avoir dit plus. Moi, de toute façon, j'adore. C'était pour ça que je voulais un peu d'optimisme.